La justice, de la même manière que les instruments de modernisation que nous mettrons en place permettront naturellement qu'on purge et qu'enfin les Sénégalais commencent à développer le rapport de confiance que nous voulons installer, parce que nous avons dit que nous avons basé notre programme sur la confiance. L'instrument confiance n'est possible que si les uns et les autres jouent leur rôle comme il le faut. Sortons ceux qui ne sont pas dedans du système, mettons les uns et les autres en face de leurs responsabilités, donnons aux uns les instruments de pouvoir travailler et de pouvoir performer. En contrepartie, nous les évaluerons objectivement et les autres pourront se sentir soulagés et auront confiance pour que les conflits ne se règlent pas dans la rue, mais qu'ils se règlent dans les tribunaux. Donc, de la même manière, tu en as parlé tout à l'heure. Bon, c'est Sanard, donc on se tutoie. Quelle est la place du président de la République? Parce que justement, aujourd'hui, ce que je dis encore une fois, la première nourriture du Sénégalais, c'est la quête de confiance et la quête de liberté. Et aujourd'hui, l'implication d'un président de la République dans un appareil politique pose problème. Et résolument, d'ailleurs, après la sortie du livre et mon voyage sur Kolda, la prochaine étape, c'est les 100 mesures que nous allons proposer aux Sénégalais. Donc, dedans, nous avons dit qu'il doit y avoir de façon expresse une incompatibilité entre la fonction de président de la République et de président de parti. De la même manière, nous prônons que certains postes stratégiques de l'administration sénégalaise échappent aux acteurs politiques. Il faut qu'on accepte que pour ces postes-là, on crée des instruments de compétition pour que tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora puissent conquérir les postes stratégiques de notre pays, mais que résolument ceux qui les occupent n'occuperont jamais de fonction politique, à défaut on les démet. Parce que sinon ils vont se soumettre au dictat des militaires. Donc rassurez-vous, nous avons dépassé même le cadre du président de la République. Nous pensons qu'il y a beaucoup de postes stratégiques de notre pays qui doivent échapper aux acteurs politiques. Parce que si les acteurs politiques sont dedans, il y a un défi qui nous attend dans les prochaines années. C'est la sauvegarde de ce que nous appelons nos actifs stratégiques. Nos actifs stratégiques, c'est ceux-là, dans le jargon, qu'on appellera nos bijoux de famille. Et nos bijoux de famille doivent être protégés. Comment pouvez-vous comprendre que nous ayons un potentiel énorme pour le zircon, pour le pétrole, pour le gaz, pour l'or, pour énormément de ressources, et que même aujourd'hui, notre Sénégal puisse être aliéné sur certains sujets? L'actualité a été que le Kenya, le port du Kenya, qui est l'un des plus performants d'Afrique, parce que gagé dans le cadre de recherche de financement, ce port-là a failli échapper à l'autorité de la République kenyane au profit des prêteurs chinois. Donc, les défis sont là. Si vous mettez la politique au cœur de l'administration de certains secteurs stratégiques, vous mettez en danger l'avenir de notre pays. Et c'est pourquoi aussi, nous devons engager des réflexions. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, tu comprends avec moi, qu'il y a d'autres défis qui nous attendent et dont on doit parler. La protection de nos actifs stratégiques. Il est temps qu'on refuse d'aliéner dans certaines conditions ce qui nous appartient sans qu'on ne sache ce que nous devons en faire, et pour nous-mêmes et pour les enfants du Sénégal à venir. Comment nous pouvons aliéner nos océans? Ça m'amène à ta question, mon très cher ami, sur la pêche. Oui, la pêche. Voilà un secteur qui était vivace. Je me rappelle avant que les deux jumelles-là ne naissent, nous quittions le marché Angle-Mousse, n'est-ce pas, Mas? HLM Angle-Mousse, nous courions au TFS de Anne, parce qu'on n'avait pas les moyens de nourrir nos épouses. Et nous aidions les pêcheurs à décharger, et après on nous payait par des poissons qu'on attachait sur nos ceintures. On courait de Anne plage plutôt, à Angle-Mousse. Après, on a mangé une partie, on vendait l'autre. Mais aujourd'hui, quel est le jeune Sénégalais qui peut survivre par ce mécanisme? Qu'il n'y a plus de poissons. Et pourquoi il n'y a pas de poissons? Parce qu'il y a la première cause, comme vous l'avez dit, c'est les plateformes pétrolières et gazières. Mais il faut s'adapter. Nous savons que maintenant, jusqu'à presque la partie qui est aliénée du fait des accords de pêche internationaux et des licences de pêche que nous accordons aux pêcheurs industriels, cette partie-là ne peut plus avoir de poissons. Parce que les vibrations des plateformes empêchent les poissons de venir. Nos pêcheurs n'ont pas les moyens d'aller au-delà. Quand bien même ils y vont, mais ils ont une difficulté parce qu'ils font face maintenant aux navires marchands. Et ces navires-là ont des filets
qui peuvent aliéner tous les poissons que nous avons. Mais vous en donnez au moins 130, n'est-ce pas, par année, en licence de pêche dans notre pays. Qu'est-ce qui empêche l'État du Sénégal d'accompagner nos points de pêche? C'est-à-dire, tu es d'accord avec moi, puisque tu es mort, qu'entre Guet-Ndar et Kafountine, il n'y a pas plus de 30 points de pêche dans mon pays. J'aurais compté Guet-Ndar, j'aurais compté Kafountine, j'aurais compté Joal, j'aurais compté Kayar, j'aurais compté chez moi Ayof, Ngor, n'est-ce pas? Et vous verrez qu'il n'y a pas plus de 30 points de pêche. Mais donnons aux pêcheurs artisanaux les mécanismes pour qu'ils puissent avoir des licences de pêche industrielle. Accompagnons-les, parce que la plupart de ces gens qu'on appelle pêcheurs artisanaux, on leur a donné des licences. Mais en réalité, ils ne sont pas propriétaires des bateaux, ils ne sont pas propriétaires des outils de financement. Pourquoi l'État du Sénégal ne donne pas des licences à nos pêcheurs artisanaux et les accompagne justement à pouvoir disposer des bateaux? Regardez la plupart des bateaux que vous verrez. Leur immatriculation se fait au Libéria ou en Grèce. C'est vous dire qu'ils ne sont pas propriétaires des bateaux. Donc accompagnons nos pêcheurs artisanaux à se moderniser. Et en ce moment-là, la contrepartie que nous leur demanderons, et c'est pourquoi je dis, je refuse des approches sur les femmes, etc. etc. Mais la contrepartie, c'est quoi, Khadim? C'est qu'on pourra dire aux jeunes pêcheurs, les métiers connexes à la pêche, il faut qu'on puisse résolument les développer. Parce que la pisciculture, parce que la production d'instruments de pêche, tu sais très bien que peut-être même nos émotions ne les faisons pas ici. Qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir faire cette promotion-là au niveau de la jeunesse de notre pays? Et les jeunes pêcheurs n'iront plus en mer parce qu'ils auront des rentes pour pouvoir s'en sortir. C'est là qu'il y a le débat. C'est qu'on ne peut pas se développer si on ne prend pas en compte son propre potentiel. Là où il y a le désert, on ne reboise pas, mes gars. C'est là où il y a un peu d'arbres qui disparaissent qu'on reboise. Donc nous, il y a le def ñu may. Ñu fàtte li ñu yàlla may, ñuy lijjanti leneen. Et c'est pourquoi il y a une désarticulation entre les politiques publiques qui sont définies et les potentiels et les besoins réels des Sénégalais. Et c'est là que la question doit être posée. Donc, puisque j'avais commencé avec Babacar, je finis, mon cher ami, sur ça, parce qu'après je vais revenir sur les autres. Tu en as parlé? Tu en as parlé sur la réforme foncière. Je ne peux pas parler d'une problématique sans voir, moi, je dis, parce qu'il faut qu'on soit d'accord. Moi, ma perception, en fait, peut-être qu'il y en a qui vont m'en vouloir et qui ne vont jamais me soutenir, mais je leur donne ce droit-là. Mais moi, la jeunesse du Sénégal est l'alpha et l'oméga de tout ce que je fais en termes de perspective politique. Donc, si je parle de réforme foncière, je dois voir l'incidence sur les jeunes du Sénégal. Et j'ai vu des jeunes du Sénégal vouloir pratiquer l'agriculture et ne pas disposer de terre. Et pour moi, il faut résolument une réforme qui permette à un jeune Sénégalais qui est dans un village de pouvoir au moins disposer d'une assiette qui lui est propre, à charge pour l'État, d'immatriculer, de ne pas accepter son aliénation tout de suite, certes, d'accord? Mais au moins lui donner les préalables qu'il faut, c'est-à-dire l'eau. Parce que les bourgeois qui sont dans les environs de Dakar savent que nos jeunes vont dans leurs champs pour leur dire mais les bay, su ma bayee benn hectare ñu séddoo li nga xam ne moom lañ ci yàlla may ku nekk am ci moitié et c'est pas normal. Donnons. Donc moi quand je parlerai de réforme foncière, je ne m'intéresserai pas à la sécurité juridique. Ce qui m'intéressera, c'est davantage faire du foncier un bien économique afin que l'agriculteur jeune puisse en jouir. Enfin, je ne sais pas si vous remarquez dans nos foyers, il y a beaucoup d'élevage ou d'agriculture urbaine et périurbaine. Suñu gars yu bari ci seen terrasse dañuy yor ay xar. Voilà. Maintenant, c'est un instrument économique. Créons ce levier-là. Prenons ça comme un potentiel. Faisons de sorte que, justement dans ce secteur-là, l'agriculture, l'élevage urbain et périurbain aient des espaces d'expression. Si vous voulez régler le déficit en moutons, celui qui élève les moutons de race, si vous lui donnez des opportunités pour pouvoir élever à côté d'autres moutons, nous réglerons la question du déficit de moutons pendant des événements aussi stratégiques que la Korité ou la Tabaski. Donc c'est une vision d'ensemble. La réforme foncière que je prône naturellement est une réforme qui me permet, justement, et c'est le sujet-là qui te passionne, qui me passionne davantage que la plupart des sujets dont j'ai parlé, c'est les territoires. Parce que la cohérence d'une approche de développement part des territoires. S'il y a autre chose, dites-le moi.
C'est parce que ce sont les territoires qui doivent avoir des espaces d'attractivité.